Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une distinction très importante en droit des contrats, en droit des obligations, qui est la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat. Alors cette distinction, elle part d'un constat qui est que dans un contrat, le débiteur, il ne s'engage pas toujours avec la même intensité. Parfois, il doit simplement faire de son mieux, et parfois, il doit procurer un résultat déterminé. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une obligation de moyens? Une obligation de moyens, c'est lorsque le débiteur de cette obligation doit faire tout son possible pour satisfaire le créancier, doit faire de son mieux pour satisfaire le créancier. Mais attention, le débiteur, il ne promet pas d'atteindre un résultat déterminé. Il doit faire de son mieux, mais il ne promet pas d'atteindre un certain résultat. C'est ça une obligation de moyens. Un bon exemple d'obligation de moyens, c'est l'obligation qui pèse sur l'avocat. L'avocat, il n'a pas l'obligation de faire gagner un procès à son client. Il doit simplement mettre tout en œuvre, faire tout son possible pour aider son client à gagner le procès. On peut aussi citer l'obligation qui pèse sur le médecin. C'est également une obligation de moyens, puisque le médecin, il ne promet pas la guérison à son patient. Il doit simplement faire tout son possible pour guérir son patient. Donc ça, c'est l'obligation de moyens. En ce qui concerne maintenant l'obligation de résultat, qu'est-ce qu'une obligation de résultat? Une obligation de résultat, c'est lorsque le débiteur doit obtenir un résultat déterminé. Donc le débiteur, il ne doit pas seulement faire de son mieux pour que le résultat escompté soit atteint, non. Il doit procurer au créancier le résultat escompté. C'est ça une obligation de résultat. Et par exemple, dans le contrat de vente, l'obligation qui pèse sur le vendeur, c'est-à-dire l'obligation de délivrer la chose vendue à l'acheteur, c'est une obligation de résultat, puisqu'en effet, le vendeur, il ne doit pas seulement faire de son mieux pour délivrer la chose, non, il s'est engagé à délivrer la chose, il s'est engagé à atteindre le résultat, à savoir la délivrance de la chose à l'acheteur. Et donc, il s'agit d'une obligation de résultat. Donc on l'a dit, si l'obligation est de moyens, le débiteur doit faire tout son possible pour atteindre le résultat escompté, et si l'obligation est de résultat, le débiteur il a cette fois l'obligation d'atteindre le résultat escompté. Mais concrètement, comment est-ce qu'on détermine si on est en présence d'une obligation de moyens ou d'une obligation de résultat? Eh bien on va regarder plusieurs critères. La première chose qu'on va regarder, ce sont les stipulations du contrat. S'il est précisé dans le contrat que le débiteur s'engage à atteindre le résultat promis, et bien alors il s'agit d'une obligation de résultat. Sauf qu'en pratique, il est assez rare que les parties prennent la peine de préciser l'intensité de leurs obligations dans le contrat. Et c'est alors au juge de déterminer lui-même si une obligation est de moyens ou de résultat. Et le juge en particulier, il va regarder si l'obligation comporte un aléa. Effectivement, si l'aléa pour atteindre le résultat promis est important, c'est-à-dire si le résultat promis ne dépend pas uniquement de la volonté du débiteur, mais également de circonstances qui lui échappent, alors il s'agit d'une obligation de moyens. En revanche, si le résultat promis dépend uniquement de la volonté du débiteur, alors il s'agit d'une obligation de résultat. Voilà comment on détermine si une obligation est une obligation de moyens ou une obligation de résultat. Maintenant, la question que vous vous posez peut-être, c'est à quoi ça sert? Quel est l'intérêt de cette distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat? Et bien la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat, elle a une incidence sur la preuve de l'inexécution contractuelle en matière de responsabilité contractuelle. Ici, je vous fais un petit rappel pour bien que vous compreniez. Pour qu'un créancier puisse engager la responsabilité contractuelle de son débiteur, 3 conditions doivent être réunies. Il faut premièrement une inexécution du contrat. Il faut deuxièmement un dommage subi par le créancier. Et il faut troisièmement un lien de causalité entre l'inexécution du contrat et le dommage. Mais donc,
le créancier qui veut engager la responsabilité contractuelle de son débiteur, il doit notamment prouver une inexécution du contrat par le débiteur. Et c'est là que la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat entre en jeu. Puisqu'en effet, si le débiteur est tenu d'une obligation de moyens, alors le créancier va devoir prouver une faute du débiteur. Autrement dit, il va devoir prouver que le débiteur n'a pas fait de son mieux pour atteindre le résultat escompté. Concrètement, il va devoir prouver que le débiteur a commis une imprudence ou une négligence. En revanche, si le débiteur est tenu d'une obligation de résultat, et à ce moment-là, le créancier, il n'aura pas besoin de prouver la faute du débiteur. Le créancier, il aura seulement à prouver que le débiteur n'a pas atteint le résultat promis. Donc vous voyez que selon que l'obligation du débiteur est de moyens ou de résultat, le régime de la preuve de l'inexécution du contrat est complètement différent. Et concrètement, en présence d'une obligation de résultat, il sera plus simple pour le créancier de prouver l'inexécution du contrat par son débiteur et donc d'engager sa responsabilité contractuelle. Voilà, sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous voulez regarder d'autres vidéos en droit des contrats, je vous mets à l'écran ma playlist en droit des contrats, on peut se retrouver là-bas si ça vous intéresse, et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.